production Girl Crush. Sur notre balado, on veut vous apporter des conversations qui sont inspirantes, importantes, mais on veut aussi vous encourager à prendre soin de vous. Et c'est pourquoi on est commandité par Floravie, qui est une entreprise canadienne dédiée à vous offrir des solutions inclusives et innovantes pour votre plaisir intime et votre santé sexuelle. Les produits Floravie sont conçus en étroite collaboration avec des professionnels de la santé, sont hypoallergéniques, de haute qualité et adaptés à tous. Que vous soyez à la recherche de lubrifiants à base d'eau, à base de silicone, d'accessoires intimes, de dilatateurs vaginaux ou même d'aphrodisiaques naturels, Floravie a tout ce qu'il vous faut. Et pour les hommes, Floravie propose aussi une gamme complète incluant des anneaux peignés, des sprays désensibilisants et bien plus encore. Chaque produit est conçu pour répondre à des besoins spécifiques dans le respect de votre intimité et de votre santé. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez retrouver tous les produits Floravie dans les grandes pharmacies du Québec ainsi que chez Supermarché Santé Avril. Vous préférez magasiner en ligne? Il n'y a pas de problème. Allez au floravie.com pour découvrir la gamme complète et utiliser le code promo LBALADO15 pour obtenir 15 % de rabais sur votre commande. Sur ce, merci beaucoup Floravie et bon épisode tout le monde. Bienvenue dans votre safe space pour vous inspirer. Bienvenue à Elle, le balado. Caroline! Allô! Salut! Merci d'être là avec nous. Ça me fait vraiment plaisir. apprécié. T'es comme, ben là, on dirait que je me répète à chaque fois, là. Oui. Mais t'es comme sur notre liste depuis le début, là, Ouais. dès qu'on a parti le merci. balado. Vraiment. On n'avait pas le choix de t'inviter. On commence avec des petites questions en rafale, puis après ça, on apprend à mieux te connaître et on se lance dans nos sujets. Excellent. En fait, c'est des questions rapides, réponses rapides. OK. Je vais essayer. Est-ce que t'es plus café ou thé? Ah, ça dépend du moment de la journée. Si t'avais à en garder un seul pour le restant de ta vie. Aïe, je suis tellement pas polarisée dans la vie. Là, c'est même Je pas... pense le café. C'est tough. C'est top. Si tu pouvais avoir n'importe quel super pouvoir pour une journée au complète, ça serait lequel? Oh mon Dieu, j'ai pas de préparation pour ces questions. Non, on en a gardé 4 pour nous. Un super pouvoir. Moi, je voudrais rendre le monde plus sensible et nuancé. Wow. Je pense que c'est ça que je voudrais. Imagine faire. une C'est journée, bon, là. ça. Ouais. Plus de guerre dans le monde. Ouais. Je pense que ça réglerait bien les problèmes. Ben oui, absolument. On serait peut-être pas ici aujourd'hui. Quel est le livre que tu recommanderais à toutes les femmes de lire au moins une fois? Le mien. Ah! C'est lui. Petite promo qui s'appelle pour celles qui sont... J'apprends à m'assumer, là. C'est quand même vrai. Je pense que tout le monde devrait lire mon livre. Ça s'adresse à tout le monde. Puis je crois tellement fort au contenu que j'ai mis là-dedans. J'ai mis tellement d'années de cœur, de travail, de rigueur. Puis ton livre s'appelle? Mon livre s'appelle « Habiter nos corps » pour en finir avec la banalisation de la douleur des femmes. Yes. Ça veut tout dire. Non, ça veut dire beaucoup de choses. Ouais, sinon, tu sais, moi, je suis une grande fan de Annie Ernaux, de Fanny Britt ici au Québec. Je pense pas que je serais capable de choisir un livre. On va dire le tien. Je suis très à l'aise avec cette réponse. Excellent. Dernière question. Ouais. Si tu pouvais... c'est la plus difficile, Caroline, je m'excuse. Si tu pouvais dîner avec n'importe quelle femme de l'histoire, laquelle serait-elle? Femme N'importe quelle femme de l'histoire. Je trouve que c'était une belle question, mais... Ben oui, c'est une belle question, mais c'est tough. Je pense que je dirais peut-être Annie Ernaux. Ah ouais? Hein? Ouais. Pourquoi? Ben là, entre autres, parce que je viens de la mentionner, fait qu'on dirait qu'elle s'efface pas de mon esprit, mais moi, je suis fascinée par le regard qu'elle a posé sur la vie, sa façon de dire les choses. Je pense qu'elle a quand même changé beaucoup de choses dans le monde de l'écriture au féminin, mais elle n'est pas la seule, mais je sais pas, je me suis beaucoup... Inspirée d'elle? Beaucoup inspirée d'elle. J'ai beaucoup aimé la lire, beaucoup aimé réfléchir à ce qu'elle disait. Bonne réponse. Ouais. Magnifique réponse. Là, avant qu'on rentre dans le sujet, et le sujet très croustillant que j'ai hâte qu'on aborde, veux-tu nous dire qui tu es pour les gens qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas? Oui, je suis Caroline Arbour. Je suis physiothérapeute de formation. Et puis, j'ai pas aimé faire mon bac en physio. J'ai pas... à chaque année, je me disais, je vais changer, mais je savais pas en quoi. Fait que, tant qu'à y être, je restais là. Fait que j'ai
me suis posé plein de questions. J'ai pris une année off. J'ai voyagé beaucoup. Je pense que ça contribue beaucoup à avoir formé la personne que je suis aujourd'hui. J'ai fini par le finir, mon bac. Fait que là, je me suis dit, mais tant qu'à y aller, je vais travailler un peu. Puis là, à travailler un peu, mais à pas savoir quoi faire d'autre. J'ai toujours voulu écrire, mais j'ai fait des contrats de rédaction, des petites choses qui ne m'allumaient pas tant que ça, finalement. Puis là, je suis devenue maman. Puis quand je suis tombée enceinte pour la première fois de ma vie il y a 14 ans, j'ai été mis face à l'ampleur de mon ignorance, malgré que j'étais déjà physio, que j'avais étudié à l'université le corps humain, que je travaillais avec le corps humain depuis, je pense, à peu près 7 ans là, avant de tomber enceinte. Puis je connaissais rien de ce qui m'attendait. Puis ça a vraiment été un point tournant dans ma vie. Puis c'est comme ma mission depuis ce temps-là. Je me disais que si moi, malgré le chemin que j'ai eu, qui théoriquement me met dans une position où je suis supposée d'en savoir peut-être plus, je sais rien, qu'est-ce qu'il y en est des autres? Ça n'a pas de bon sens. Mm-hmm. Ça m'a vraiment fâchée. Puis là, je me suis mis à beaucoup, beaucoup plus aimer la physio en développant cette expertise-là en santé des femmes puis en santé pelvienne. Puis là, ben, ça m'a permis en plus là, de rejoindre mes 2 passions en écrivant mon livre il y a quelques années. Puis donc, tu sais, c'est un peu tout ça, là, je dirais, qui me définit. Puis, tu sais, je suis maman de 2 garçons, ce que je trouve aussi quand même intéressant dans ma posture de féministe parce que je me pose tout le temps la question de c'est quoi leur place parce que je pense que c'est pas comme un combat que je veux mener. Je pense pas que ça concerne pas ni mes enfants ni les hommes en général. Je pense que c'est quelque chose qui devrait être vécu ensemble. Ouais. Fait que ouais, je pense que ça fait... Tes garçons, ils ont quel âge? Là, ils ont 10 et 13 ans. Ouais. Ça doit être vraiment... C'est drôle parce que tantôt, je te disais, j'avais appelé Marie-Lou mardi soir et que j'étais en larmes parce que là, j'étais fâchée pour toutes les femmes au Québec et au monde. Ton breakdown. Non, mais... De temps en temps. C'était tout un livre. Mais je disais qu'entre autres, avoir des enfants, on dirait que ça m'inquiétait parce que je disais, j'ai peur d'avoir une fille puis qu'elle vive plein d'injustices, mais aussi, on dirait que j'ai peur d'avoir un gars en même temps. Mm-hmm. Je sais pas si toi, ta façon d'éduquer tes enfants, est-ce que tu essaies de... Qu'est-ce que tu as essayé de changer par rapport à peut-être l'éducation que toi, tu as eue, mais j'assume que tu as un chum? Oui, j'ai un chum. Qui a eu, tu sais, trop de ça difficile? Ben oui, c'est difficile. Je pense qu'en 2024, élever des enfants, peu importe le contexte, c'est pas facile. La culture de performance nous rattrape dans le plus creux de notre intimité, là, finalement, là, qu'on parle de santé de la femme, de la relation avec nos enfants. Puis ce que ça m'a permis de me rendre compte, entre autres, c'est ça, tu sais, d'avoir un chum puis d'avoir 2 enfants très typiquement garçons, là, tu sais. Puis j'ai donc essayé, là, les premières années de ma vie, tu sais, de pas laisser les stéréotypes de genre influencer mes enfants. J'ai donc essayé, puis ça a été un échec total. C'est impossible, je pense. C'est tellement présent dans la société, puis je me rends compte à quel point autant les hommes que les femmes, finalement, on a besoin de performer notre genre. Puis je pense que c'est là beaucoup la racine des problèmes. Puis là, ben, c'est différent, là, dans le fond, ces pressions-là, puis les mécaniques derrière, à cause de toute l'histoire derrière, l'histoire des femmes, l'histoire des hommes. Mais ultimement, aujourd'hui, il faut performer nos genres, puis c'est autant un problème, une menace, autant pour les gars que pour les filles. Puis ça influence, ça s'inter-influence. C'est très interrelié. C'est vraiment intéressant, la performance des genres. C'est la première fois qu'on mentionne ça, mais... Qu'on met le mot... Ouais. C'est intéressant. Ouais. Mais ça me décourage un peu. Je suis comme, si j'ai un garçon, là, je veux genre vraiment tout enlever comme ça. C'est un échec total. Je suis comme, merde. C'est avec qui qu'on a discuté, Marie-Lou? C'est avec la charge mentale, Justine. Ah, avec Justine, une sexologue qui est venue au balado, auquel on disait, tu sais, tu penses que c'est possible d'élever des enfants puis que ça soit plus comme non-genré puis de pas mettre des étiquettes justement là-dessus. Puis, entre autres, si je me souviens bien là, de la discussion qu'on a eue il y a plusieurs mois, Justine disait, tu sais, veut pas,
ton enfant, s'il va à la garderie, elle va à la garderie, tu sais, il y a une grosse partie du temps que tu n'es pas avec cet enfant-là, puis dans un environnement nécessairement que tu ne peux pas contrôler. Là. Ben oui. Fait que je pense que c'était pas... il y avait quelqu'un d'autre également qui nous avait dit quelque chose à ce propos-là, là, que son petit gars était revenu de la garderie puis qui avait dit « Wesh, non, je veux pas du rose », tu sais, puis il était comme « Pourquoi? » T'es comme « Non, mais rose, c'est la couleur des filles », tu sais, puis c'était pas elle qui l'y avait appris. Fait non, c'est ça. ne serait-ce que juste les couleurs, là. Absolument. Puis là, ton livre. Oui. Avant qu'on embarque vraiment dans le croustillant, qu'est-ce qui t'a amené à écrire ton livre? Parce que là, tu as dit, ton premier garçon à quel âge? 13 ans. 13 ans, presque 14, oui. Fait que là, 14-13 ans, c'est là que tu as commencé à plus t'intéresser à tout ce qui est comme santé féminine. Mais ton livre, quand est-ce que ça a commencé à faire, à se semer dans ta tête, à dire, ça me tenterait de faire un essai là-dessus? Ben, tu sais, j'écrivais déjà. J'ai contribué à toutes sortes de blogs. Ça tournait plus autour de la maternité, là, quand c'était de l'écriture que je faisais juste par plaisir ou pour moi-même. Là, j'avais eu des petits contrats aussi, mais j'ai toujours rêvé d'écrire un livre depuis longtemps. Là, depuis que je suis au moins adolescente, j'ai toujours adoré écrire et lire. Puis, il y a 3-4 ans, non, là, maintenant, ça va faire 1 an et demi que le livre est sorti, mais pas longtemps après la pandémie. Fait que, dans le fond, au début de la pandémie, on a été forcés d'arrêter de travailler. Là. Moi, je travaille dans une clinique privée. Fait que pendant 3 mois, j'ai pas pu travailler. Fait que ça, je pense que ça m'a permis de un peu reprendre mon souffle, prendre un certain recul. Mais quand je suis retournée aussi, puis là, tu sais, je travaillais déjà en santé de la femme, là, les femmes revenaient, puis là, il allait vraiment moins bien encore. Pas comme s'il allait si bien que ça là, avant la pandémie, mais tout était vraiment amplifié. La pandémie a fait ça sur beaucoup de choses, là, aller magnifier tous nos problèmes. Là. Puis c'était vraiment le cas. Puis ça fait que ça a mis en évidence beaucoup, beaucoup de choses. Puis ça m'a comme ramené vraiment à la base où, tu sais, dans le fond, là, il y a comme... toutes les femmes qui venaient me voir étaient comme, tu sais, pour le dire, là, étaient pognées dans leur corps d'une certaine façon. Tu sais, je voyais, tu sais, peu importe qui venait me voir pour des fuites urinaires ou parce qu'il y avait mal, parce qu'il venait d'accoucher ou parce qu'il y avait mal aux relations sexuelles ou il y avait mal au dos. Tu sais, bon, peu importe la raison. Quand je parlais avec elle, quand je fouillais, il y avait tout un peu de honte chez tout le monde. Il y avait toujours un peu de dégoût chez tout le monde. Il y a toujours cette excuse-là qui revient. Tu sais, les femmes viennent me voir, puis là, je m'excuse, je me suis pas rasée, je m'excuse, j'ai gardé mes bas. Puis là, je me dis à chaque fois, mais pourquoi elles sentent le besoin de s'excuser de ça? Tu sais, j'observe pas ça. Premièrement, si tu le mentionnais pas, ça me traverserait même pas l'esprit. C'est certainement pas quelque chose que je prends en note là, dans le dossier. Puis ça, c'était présent chez tout le monde, tu sais, le dégoût de leur propre sexualité, là, c'est quelque chose qui est super fréquent. Puis bref, fait que je recommençais comme un peu toujours au même point de départ, finalement, peu importe c'était qui, puis c'est beaucoup, beaucoup d'éducation. Puis là, je me disais, à force de les voir, puis là, la demande, là, j'étais rendue, j'avais plus que 6 mois d'attente, puis ça commençait à... C'était overwhelming, tu sais. Puis là, je me disais, OK, mais j'y arriverai pas, là. Tu sais, une personne à la fois, ça fonctionne pas. Puis une bonne partie de ce que je fais dans mon bureau, c'est ça, c'est de la communication, c'est de l'éducation, c'est de la transmission de connaissances. Fait que ça peut se faire autrement que juste dans le 1 à 1, tu sais. Fait que c'est vraiment parti de là. Puis là, j'ai commencé par écrire un message à mes amis parce que je me disais, tu sais, faut au moins que je dise ça à mes amis. Puis là, puis c'est comme parti. Puis c'était comme viscéral. Là. Fallait que je fasse ça. À partir du moment où ça a commencé, j'aurais pas pu arrêter ça. Là. Puis ça t'a pris combien de temps à l'écrire? Ça m'a pris environ 2 ans. C'est sûr qu'il y a toutes les années d'expérience clinique puis de lecture qui ont quand même nourri ça. Mais à partir du moment où j'ai commencé à écrire, que j'ai rencontré ma maison d'édition, puis que j'ai fait les versions, puis le moment de la parution, là, un bon 2 ans quand même, parce qu'il y a beaucoup de recherches là, en arrière de tout ça. Oui, j'imagine. Puis c'est vrai, là, on dirait que je comprends qu'est-ce que tu veux dire dans le sens tout le temps se répéter, puis on dirait que c'est juste une goutte d'eau dans l'océan à chaque fois. Tu te dis comme... Quand tu dis « je vais pas y arriver », là. Puis tu parles de dégoût par rapport à notre corps. Je sais pas si tu le vis. Puis dans l'épisode on a fait un épisode juste Marie-Lou et moi où on parlait juste de plancher pelvien, etc. Puis un des conseils que je donne souvent à mes patientes, moi, c'est de regarder leur vulve.
littéralement. Puis le commentaire qui revient le plus souvent, qui est peut-être une personne, 9 personnes sur 10, admettons, là, c'est à quel point c'est pas beau. Puis à chaque fois, je me dis, oui, mais, pardon, tu sais, si tu regardes ton coude, là, tu vas-tu le trouver magnifique, ton coude? Non, mais c'est juste ton coude. Il est pas beau, il est pas laid. T'sais. On dirait qu'à chaque fois, je me dis, hey, pourquoi que les femmes, on trouve tellement notre vulve pas belle, mais tu dis au gars, regarde tes testicules puis ton pénis, ils vont pas commencer à dire à quel point c'est laid, tu sais. Mais tu sais, est-ce qu'il y a comme la question un peu de où ça vient, ce dégoût-là? Ou Bien, à chaque fois, on se répète. Là, moi, ma théorie, mon hypothèse non fondée sur des études, vraiment, j'ai comme l'impression qu'il y a beaucoup de la religion qui nous suit à travers tout ça. Je sais pas, toi, qu'est-ce que t'en penses? Ben oui, absolument. Là, moi, dans le fond, ce que je trouvais en lisant, en faisant des recherches, puis juste aussi comme toi, là, au niveau clinique, là, oui, il y a tout. Puis il y a l'autrice Émilie Nagoski, là, dans son livre Kama-Sutra, qui en parle assez bien de ça. Là. Donc, il y a tout le message moral, oui, qui nous vient de la religion, qui a vraiment entouré toute la sexualité féminine d'énormément de honte. Après ça, toute l'histoire de la médecine, qui a considéré la santé de la femme ou la femme comme un corps moindre. T'sais. Fait que là, ça, c'est plus comme du mépris, puis de la négligence. Puis dans les médias sociaux aussi, là, je veux dire, on voit... Bon, on voit pas de vulve, on voit pas non plus de pénis sur les médias sociaux, mais tu sais, il y a des pénis de dessinés sur les murs des toilettes depuis toujours. Tu sais, à la ronde, enfant, il y a des pénis sur les murs. Tu sais, on est exposé à des pénis, on n'est pas exposé à des vulves. Fait qu'il y a une normalisation qui se fait dans cette exposition-là, même si c'est un dessin plus cartoon ou pas nécessairement réaliste, tu sais. Fait qu'il y a cette... C'est pas le fait de pas être exposé qui crée la honte ou le dégoût, mais il y a quelque chose qui fait qu'on est déstabilisé. On n'est pas habitué d'en voir. Puis là, les femmes, puis ce qu'on voit, entre autres, mettons, dans toute l'industrie de la porno, puis même le soft porn, là, mettons, là, mais dans les images, souvent, les petites lèvres sont retouchées. On va, la femme n'aura pas de poils, elle n'aura pas de petites lèvres qui dépassent de ses grandes lèvres. Elle va être blanche, elle va être mince, elle va être jeune, elle va avoir, là, tout le côté skincare est vraiment problématique là, avec les réseaux sociaux. Puis c'est partout. Fait il n'y en a pas une fille dans la vie là, qui a une vulve qui correspond à ça. Ça n'existe pas dans la vraie vie, ces vulves-là. Fait que ça... Puis là, ben, on a tellement longtemps dit à la femme que c'était tout le temps elle le problème quand il y avait quelque chose qui ne marchait pas, qu'elle voit ça puis elle se dit pas « Ah ben non, ces vulves-là sont pas normales, la mienne est normale. » Elle se dit « La mienne n'est pas belle, la mienne est dégueulasse, la mienne ci, la mienne ça. Mm-hmm. » Puis c'est très, très, très enraciné comme croyance. Là. Mm-hmm. Moi, ce que je retire de ça, Marie-Lou, c'est qu'il va falloir aller dessiner des vulves partout. Mais en fait, en jasant, j'ai pensé à quelqu'un que j'ai déjà rencontré dans le cadre de mon émission de télé, mais c'est... je me rappelle plus son nom, mais c'est Velvet Underground. Oui, avec t'allais dire ça. Il colle des vulves partout. Là, c'est vraiment cool. Fait que ça pourrait toujours être une bonne invitée. Oui, mais je pense que c'est pas la première fois qu'on le mentionne, puis j'ai toujours pas une vulve qui a été collée sur ma clinique. Moi, j'attends ça, là. J'attends qu'ils viennent mettre Ben oui. un petit... C'est comme des j'en ai en plus. Moi, j'en veux. Mais je vais t'en donner une. Please give me a vulva. Bon. On a fait un peu nos recherches sur toi en ligne, etc. Non, mais je voulais voir un peu de... C'est parce que je voulais que l'épisode d'aujourd'hui soit pas comme rééducation périnéale, autant que c'est ta... Je veux pas dire spécialité, mais on va dire spécialité pour aujourd'hui. Ton expertise, plutôt. Mm-hmm. Mais tu sais, je voulais que ça retouche un peu plus ton livre, un peu comme, justement, la santé des femmes. Puis j'ai trouvé là, j'ai écrit extrait d'un article, puis là, je l'ai pas cité, là, mais peut-être tu pourras me dire ça vient de quel article, là? On a une citation. C'est la première fois qu'on a une citation. Okay. Non, mais l'autre citation est de ton livre que tu avais mis sur Instagram, fait que là, je peux le citer. Mais là, une citation, bien recherché. Non, mais dans l'article où tu avais contribué, c'était écrit « Jusqu'à récemment, les femmes étaient exclues des protocoles de recherche en médecine et celle-ci s'est développée en référence au corps de l'homme, créant un système endocentrique », explique Caroline Arbour. Selon elle, la femme est encore perçue comme défaillante et compliquée. Tu sais, pour les gens qui nous écoutent, là, t'sais, selon toi, comment tu définis, c'est quoi un système endocentrique? Un système endocentrique, c'est dans le fond, c'est comme c'est aborder ou envisager le monde depuis une posture d'homme, comme si on était un homme, comme si tout ce qui avait influencé notre chemin de vie jusqu'à aujourd'hui l'avait été depuis l'existence d'un homme. Puis on sait-tu pourquoi, puis là, je ne pensais pas dans la question que j'avais préparée du tout, mais on sait-tu pourquoi que ça a commencé comme ça?
ça date de là, longtemps, là, l'étude de la médecine, etc. Ben, tu sais, dans le fond, j'avais lu, puis là, c'est moi qui me souviens plus de où, mais tu sais, l'histoire de la médecine, c'est l'histoire du monde, là, dans le fond. Puis la médecine s'est développée par les hommes. C'était des études auxquelles les femmes n'avaient pas accès. Mais tu sais, c'est très interrelié puis influencé par tout le développement, par la théologie, par la philosophie, par tout le côté juridique. Là, tu sais, la femme n'a pas eu d'existence juridique pendant longtemps. Donc, tu sais, c'est tout ça, c'est comme imbriqué ensemble. Fait que ça fait en sorte que le monde dans lequel on vit, c'est pour ça qu'on parle de patriarcat. C'est pour ça qu'on blâme le patriarcat, puis c'est pas aller blâmer un homme ou un autre. C'est pas quelque chose d'individuel, c'est vraiment un système, mais qui a été construit dans des dynamiques de pouvoir où la femme était tout le temps du côté du bâton où il n'y en avait pas ou très peu de pouvoir. Là. Ça m'étonne un peu quand même qu'en médecine, ça a été comme ça parce que je veux pas, genre, le rôle principal de la femme était de reproduire, là, d'avoir des enfants, etc. Ce qui est quand même très médical en soi, là, qui nécessite... Ben là, je sais qu'avant, il n'y avait pas trop d'intervention, mais je me dis, dans ce temps-là, probablement que les patientes les plus importantes, c'était les femmes. Fait que ça m'étonne quand même qu'il n'ait pas pris en compte tant que ça. Bien, pendant longtemps, c'était pas médical, accoucher. Là. C'est très récent dans l'histoire de l'humain que l'accouchement est médical. Là. On parle du milieu des années 1800 à peu près. Là. Fait avant, c'était pas quelque chose de médical. Les femmes accouchaient dans leur maison avec l'aide des sages-femmes. Les sages-femmes ont des savoirs millénaires, là. Fait que les femmes accouchaient entre femmes, accompagnées par des femmes qui l'avaient vécu, qui en avaient vu plein. C'était vraiment une histoire de transmission de connaissances. C'était pas encadré dans des institutions parce que les femmes n'avaient pas accès à ça. Ils ont essayé au Québec, là, dans ces années-là, de créer comme une école de sages-femmes, mais tout ça, ça a comme été bouffé, là, pour bien parler, par le système médical parce qu'il y avait des opportunités de clientélisme et de faire de l'argent. Donc, on a beaucoup, beaucoup médicalisé la naissance jusqu'à interdire le métier de sage-femme. Alors, ah ouais? Ben oui, pendant longtemps, on a interdit, c'était illégal d'être sage-femme. Non. Je pense que c'est jusqu'en 99. Il ne faudrait pas me prendre au pied de la lettre, mais c'est quand même pas un jusqu'à métier récemment. Oh mon Dieu! Comme très reconnu et valorisé. Là. Mettons, moi, je suis allée en France pour une conférence, comme une semaine de conférence en sexo. Puis là-bas, c'est comme, ben c'était en sexo. Mais pour eux, pour être sexologue, il faut qu'ils soient un autre métier avant. Là. C'est comme une spécialisation. Puis il y avait vraiment beaucoup de sages-femmes sexologues. Ouais. Mais tu sais que c'était vraiment comme une araignée. Ouais, fait que on dirait que c'était la première fois que j'entendais même quelqu'un que je rencontre quelqu'un qui me dit je suis sage-femme. J'avais jamais rencontré de sage-femme avant, mais là il y avait plein dans la même salle. Ben tu sais on en a de plus en plus là au Québec là, ils travaillent fort pour se faire reconnaître on a des maisons de naissance. Ça avance, mais il y a tellement de rattrapage à faire. Qu'on est absolument pas là, sur un pied d'égalité encore. Là, mais c'est ça, c'est tout ça pour dire que la grossesse, l'accouchement, c'est à la base quelque chose de très physiologique et naturel. Ça existe pour vrai, là, des complications médicales pour lesquelles la médecine peut aider. Tu sais, je dis pas que la médecine n'a pas sa place. Là. Ils ont quand même contribué à sauver du monde, mais on a ce biais-là que c'est d'abord et avant tout médical, puis que ça devrait d'abord et avant tout, ça a besoin d'un médecin, tu sais, pour que ça aille bien. Alors que ça devrait être le contraire, là. C'est d'abord et avant tout physiologique, parfaitement naturel. On fait ça, je veux dire, on n'existerait pas personne là, si c'était pas de la capacité des femmes à accoucher, tu sais. Puis quand il y a des complications, ben là, ça pourrait être pertinent d'amener la médecine, mais fait que c'est ça, là, on pourrait en parler longtemps, là, juste de cet aspect-là, mais oui. Je savais pas que ça avait été, que c'était comme illégal un peu là, au Québec pendant... Ah oui, jusqu'à la fin des années 90, là, c'est quand même... C'est hier, ça, là. Exactement, oui. Puis, tu sais, pour revenir un peu à ce que tu disais du système endocentrique, tu sais, t'as-tu... parce que j'imagine quelqu'un nous écouter puis il est comme, puis, tu sais, c'est pas grave, ça a été fait sur les hommes, on fait juste l'appliquer sur les femmes après, tu sais, humain reste humain, tu sais. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Si quelqu'un disait ça ou tu vois-tu des exemples concrets où, justement, j'en ai plein dans ma tête, mais... Il y en a plein des exemples. Ben, tu sais, entre autres,
si c'est les hommes qui occupent les places de médecins, puis de cliniciens, puis de ceux qui enseignent aux médecins, puis qui bâtissent les programmes, puis qui sont en recherche, le monde de la recherche encore plus, c'est un monde très masculin encore. Donc, les perspectives, les angles qu'ils vont porter sur une situation vont être nécessairement biaisés par leur parcours à eux. Puis ça fait... Puis encore une fois, jusque dans... Là, c'est peut-être plus je pense que c'est 93, mais tu sais, milieu 90, toutes les études pharmacologiques aux États-Unis excluaient les femmes. Pas complètement, mais tu sais, il y avait beaucoup d'exclusion de femmes parce que on craignait que leurs hormones allaient trop influencer toute la calibration de leurs mesures, tout ça, mais... parce que les hommes n'ont pas d'hormones, eux. Oui, c'est ça. Mais ils n'ont pas ils ont moins le côté cyclique puis variation. Fait qu'ils ne voulaient pas que ça influence leurs résultats. Sauf que ça, c'est un méchant problème parce que oui, ça va influencer leurs résultats, mais justement, il faut s'intéresser à comment ça va influencer leurs résultats parce que ça fait en sorte que les femmes ont beaucoup plus d'effets secondaires dus à un mauvais dosage de médication. Puis, tu sais, même dans des études où on étudie des conditions où il y a plus de femmes atteintes, comme la sclérose en plaques, la dépression ou autre chose, bien, il y avait quand même plus d'hommes que de femmes. Donc, tu sais, au niveau pharmacologique, ça crée des disparités, ça crée des billets pro-mâles qui font que le dosage est mal calibré finalement pour la femme. Puis ça a des effets très, très réels et concrets. Puis mon autre exemple préféré, je vais absolument le mentionner, là, mais c'est que, entre autres, la gynécologie puis l'urologie ont évolué comme deux spécialités distinctes. Puis il y a beaucoup d'évolutions en silo là, dans le monde de la santé. Là. On est des spécialistes d'épaule, on est des cardiologues, on est des ci, on est des ça, mais on oublie que tout le corps est quand même un seul et même corps. Tu sais. Puis on a distingué la gynécologie de l'urologie. Puis dans la gynécologie, on a laissé la fertilité prendre pratiquement toute la place, là, historiquement. Fait que ça fait en sorte que le plaisir sexuel féminin a été complètement négligé là, au fil des années. Fait qu'on en sait beaucoup moins. Puis, entre autres, on commence à parler là, dans le monde. Il y a quelques recherches qui apparaissent, mais c'est super récent. Entre autres, sur, mettons, la prostate féminine. Puis, on commence à parler de complexes clitoridiens, puis comprendre que pour bien étudier ou comprendre le plaisir de la femme, dans le fond, ben, le vagin, l'urètre, la vessie, puis là, la prostate, qui est comme quelque part entre les deux, bien, il faudrait être urogynécologue. Tu sais, ça devrait être une spécialité. Ouais. Puis même là, il faut que ça continue d'être aussi lié au reste du corps puis du monde. Là. Ouais. Mais tu sais, ça fait que la santé, puis le sexuelle, je le mets en guillemets, féminine, presque toutes les recherches ont été axées sur la fertilité. Fait que c'est pas très connu de nos jours, là, au final. Au niveau du plaisir, non, exactement, oui. Ouais. Puis, tu vois-tu d'autres conséquences par rapport à la santé des femmes? Tu sais, là, tu as mentionné la médication, entre autres. Tu sais, je trouve ça complètement absurde d'exclure des femmes d'un protocole de recherche pour une médication que celle-ci risque de prendre par après. Là. Fait que, comme tu dis, il peut avoir plus d'effets secondaires et tout. Tu vois-tu d'autres répercussions, par exemple, avec des patientes que tu as vues? Ou, Eh bien, tu sais, il y a tout le côté, dans le fond, tout ce qui est maladie plus typiquement féminine. Fait que, si on pense à l'endométriose, là, qui, heureusement, reçoit plus de lumière là, depuis quelques années, mais c'est une maladie qui affecte une femme sur 10 environ. Puis là, on commence à dire que c'est probablement même plus, tu sais. C'est ça, c'est une femme sur 10 répertoriée. Oui, exactement. Sur un problème peu étudié. Là. Même si c'est juste une femme sur 10, c'est énorme, là. C'est beaucoup de femmes, tu sais. Puis là, ben, il y a le lichen scléreux. Il y en a plein, là, des maladies qui vont être plus typiquement associées au sexe de la femme, mais ça va prendre 7 à 10 ans en moyenne de se faire diagnostiquer. Fait que, tu sais, les souffrances, quand c'est lié au sexe de la femme, ben il y a encore... Puis ça, je l'ai vu, tu sais, c'est sûr que c'est pas tous les médecins, puis c'est sûr que c'est pas tous les hommes, puis c'est souvent pas volontaire, tu sais, même les médecins qui le font, puis beaucoup de femmes aussi, parce que c'est comme ça qu'on a appris, là, mais tu sais, on va banaliser ces souffrances-là. Puis les femmes se font encore régulièrement dire que c'est dans leur tête, que ben non, ils exagèrent, ou des souffrances pas prises au sérieux parce que c'est probablement juste des crampes menstruelles. Oui, c'est ça, c'est tellement normalisé. C'est normalisé, en fait, d'avoir mal, exactement. comme on a mal
souvent, tout le temps, comme... Exact. Et c'est supposé être genre vraiment, vraiment normal. C'est une douleur, ça peut être fréquent, mais c'est jamais normal. Jamais, jamais, jamais. Même quand c'est invisible, même quand c'est pas explicable, même quand on comprend pas, ben il y a quelque chose qui mérite de l'attention puis qui mérite d'être investigué quand on a mal. C'est juste que c'est peut-être pas visible avec... une échographie. Avec une échographie ou puis même là. Les outfits de Girl Crush, c'est mes outfits préférés. Ça fait tellement longtemps que vous savez que je supporte cette entreprise qui est une entreprise qui a pour mission de miser sur l'unicité de chaque femme, d'offrir de l'inclusion le plus possible, d'inspirer et de transmettre des messages positifs. Donc, ça matche parfaitement avec la mission de elle également. Leurs vêtements sont produits à partir de matières qui sont durables, de qualité. C'est des vêtements qui sont confort, abordables et inspirés des dernières tendances. Donc maintenant, vous savez où aller magasiner. Leur site web, c'est girlcrushgang.com et on a caché un petit code promo dans la description de l'épisode. Sur ce, je vous laisse au reste de l'épisode d'aujourd'hui. Tu sais, si une femme qui nous écoute en ce moment puis qui s'identifie un peu à ce que tu dis, qui est comme, je suis allée voir tel professionnel puis on me dit que c'est dans ma tête, ce serait quoi le conseil que tu lui donnerais? De ne pas lâcher, même si c'est difficile. Il y en a quand même, puis il y en a de plus en plus, heureusement, là, des professionnels ou des médecins qui vont être à l'écoute. Je pense qu'en physio-périnéale, on est quand même assez leader là-dedans, parce qu'on a le temps. Tu sais, c'est sûr que dans un rendez-vous médical où le médecin, il faut qu'il voit des dizaines de personnes dans sa journée, qu'il y a juste 10 minutes à t'accorder. Moi non plus, je ne pourrais pas aller au fond des choses en 10 minutes. Ça me prend plus de temps. Là. Mais je pense que ces femmes-là, ce qu'ils ont besoin d'entendre, c'est que leur douleur, elle est réelle. Toujours, toujours, toujours. Puis ça, je pense qu'on va falloir continuer de le répéter encore longtemps avant que ça soit ça, notre nouveau schème normal dans notre système de croyance. Là. La douleur, elle est normale. Puis c'est femme, homme, n'importe qui. Mais cette banalisation-là, elle a été... vraiment surreprésentée chez les femmes. Puis cette banalisation-là, elle nourrit la souffrance. Fait que, d'aller chercher de la validation, d'en parler avec d'autres femmes. Il y a de plus en plus là, de sororité, là, je dirais. Là, mais les femmes parlent de plus en plus entre elles. Il y a de plus en plus de groupes de soutien. On est de plus sensibilisés. Puis c'est pour ça que j'adore ça, là, venir parler avec vous, parler sur toutes les plateformes possibles. Moi, je pense qu'il faut qu'on l'entende, ce message-là. Il faut qu'on en parle, qu'on le lise. C'est comme ça que ça va finir par changer. Là. C'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a un gros mouvement en ce moment, ne serait-ce que les 56 000 groupes Facebook qui existent sur l'endométriose, sur le lichen scléreux. Puis il faut s'auto-diagnostiquer pour être capable d'avoir... c'est quasiment comme si on nous dit, faut que tu fasses tes propres recherches, puis il faut que tu parles à bien du monde, puis que tu essaies de t'identifier, puis que tu arrives à ton médecin avec un autodiagnostic. Genre, je crois que j'ai ça, est-ce qu'on peut l'investiguer, s'il vous plaît? Là? Je trouve ça tellement problématique parce que demain, admettons, Marie-Lou me dit hey, j'ai vraiment mal au ventre, qu'est-ce que je devrais faire? La première chose que je vais lui dire de ne pas faire est d'aller sur Google et chercher parce qu'elle va avoir un cancer du côlon grade 4. Bref, je blague, là, mais on se dit toujours de ne pas faire ça. Mais j'ai beaucoup de patientes, moi, puis tu me diras si tu le vois un peu dans ta pratique, mais que j'ai l'impression qu'elles-mêmes doivent, puis je m'excuse pour l'anglicisme, advocate pour leur propre santé. Tu sais, des femmes que m'ont dit qu'ils saignaient tellement, qu'il y avait des menstruations tellement abondantes pendant des dizaines et des dizaines de jours avec des caillots sans plus, puis que le médecin disait, mais c'est normal, on va te prescrire la pilule. Ou des grosses douleurs, comme on parlait tantôt. Moi, j'ai une patiente qui a envoyé ses résultats d'IRM comme dans un autre pays pour finalement avoir un diagnostic d'endométriose qui avait été rule out au Québec. Tu sais, puis je trouve ça tellement triste parce que il me semble que j'en entends jamais d'autres histoires comme ça, surtout en tout ce qui est lien comme gynéco-uro. D'autres problèmes, de dire j'ai un problème à l'épaule, il faut que j'aille voir 16 000 spécialistes pour finalement avoir un diagnostic. T'sais. Je trouve ça poche que nous-mêmes, il faut qu'on prenne en charge notre santé puis qu'on n'est pas accompagné là-dedans du tout. On dirait que si un médecin, puis je veux pas blâmer les médecins du tout, là, je le dis souvent, genre, il y en a des excellents médecins, il y en a des moins bons, il y a des excellents comptables, il y en a des moins bons. Exact, ouais. Mais c'est juste poche parce que souvent, les femmes vont aller consulter puis partent les mains vides. C'est pas comme, hey, je ne sais, il y a des femmes qui viennent me voir, je ne sais pas ce qu'ils ont, mais on va essayer de trouver une solution ensemble. Tu sais, OK, tel spécialiste, une référence pour d'autres alternatives, mais souvent, on dirait qu'elles partent les mains vides, genre, de ça après. Oui, absolument. Mais puis ça,
ça va prendre du temps, je pense. Malheureusement, ça peut, je pense pas qu'on peut les écouter. On en investit, on en finance, là, tranquillement, pas vite, des études sur l'endométriose. Oui, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent créer des douleurs au ventre puis des douleurs menstruelles aussi, puis ça, il ne faut pas l'oublier. Puis là aussi, l'autre petit danger là-dedans, c'est que des fois, c'est ça, vu qu'il n'y a personne qui est là pour nous prendre en charge de façon satisfaisante puis adéquate puis jusqu'au bout puis tout ça, mais on va aller s'auto-diagnostiquer puis là, on peut devenir convaincu de quelque chose. Puis si on s'est fait dire à répétition, ah ben non, t'exagères, c'est dans ta tête, c'est pas vrai, tout ça. Mais tu sais, quand on comprend la douleur, il y a quand même toujours un rôle. Le cerveau, c'est pas juste la tête, là, j'aime pas ça dire ça de même, mais le cerveau et le système nerveux a quand même toujours un rôle à jouer dans la douleur, peu importe de quoi on parle. Fait que après ça, quand tu vas aller expliquer c'est quoi la douleur chronique à quelqu'un qui souffre d'endométriose ou d'une condition similaire, c'est très sensible comme sujet. Parce que si elle s'est faite invalider puis ridiculiser en se faisant dire que c'est dans ta tête, il faut que tu essaies d'y expliquer qu'il y a quand même un lien avec son cerveau, mais c'est pas que ça. Il y a assurément quelque chose de vrai dans le corps aussi. Mais c'est très, très, très sensible. C'est normal que ça soit difficile à apprendre. Puis là, maintenant, il y en a vraiment pas assez. Là, on peut les compter, je pense, sur nos 2 mains, les spécialistes en endométriose au Québec. Là. On cherche une référence, si jamais. Il y a un site, je ne sais pas, là, peut-être qu'on pourra le mettre après parce que là, je ne me souviens pas du nom du site par cœur, mais il y a un site avec comme un bottin, là, un répertoire des spécialistes en endométriose, fait qu'on peut, au Canada. Fait qu'on peut aller là-dessus pour savoir, puis on voit qu'il n'y en a pas beaucoup. Oui, c'est ça. Si on ne vient pas de Montréal ou de Québec, on est loin aussi, là. J'ai perdu où est-ce que je m'en allais avec ça, mais... Je disais que les femmes... ils partaient. Tu disais ce qui était dangereux, tout ça, de s'auto-diagnostiquer. Tu parlais de douleurs chroniques. Mais même si tu te fais dire, genre, évidemment, se faire dire c'est dans ta tête, non. Mais même si tu viens dire à une patiente, par exemple, il y a une partie de ça qui pourrait être comme reliée à ton système nerveux et à ton cerveau, ben comme, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Oui, exact. Il y a des choses à faire avec ça quand même. De donner une réponse quand même, puis d'aider la personne quand même, au lieu de juste dire comme, respire. Oui, exact. Merci. C'est là que je voulais aller. Il y a quand même, peu importe ce qu'on dit, il y a quelque chose à faire avec ça. Puis on retombe encore dans toute la dynamique de pouvoir, entre l'homme et les femmes, ou entre le médecin puis le patient. Culturellement, au niveau de la société vraiment at large, on assume que le rôle de patient, de patiente, quand on souffre de quelque chose, c'est un rôle très passif. On va aller voir l'expert, il va nous dire quoi faire, il va nous guérir, puis on n'a pas grand-chose à faire. On a comme élevé, c'est comme si les médecins, c'était les nouveaux prêtres là, de nos jours. Quelqu'un parle, on met des gens sarraux dans les pubs parce que ça vend plus. Là, je veux dire, c'est pas anodin là, quand même. Il y a un biais vraiment sérieux puis dangereux là-dedans. Là. Fait que de redonner du pouvoir à la personne puis de lui faire comprendre que peu importe c'est quoi la situation, bon, mettons en ce moment l'endométriose, on ne peut pas la guérir, mais il y a des choses qu'on peut faire pour la gérer, pour manage là, la maladie puis tout ça. Mais on est là pour accompagner, qu'on soit médecin, physio, psychologue, sexologue. On est là pour accompagner la personne qui... Elle a un rôle actif à jouer dans sa propre santé. Là. Mais c'est difficile des fois d'accepter ça parce qu'on a grandi toute notre vie. On nous a fait croire qu'on n'en avait pas de pouvoir puis qu'il fallait le remettre entre les mains des experts. Fait qu'il y a vraiment... là, ça finit beaucoup par être ça qu'on parle de homme-femme, médecin-patient... en sexualité, au niveau relatif, c'est beaucoup, là, le problème est vraiment beaucoup souvent dans la dynamique de pouvoir. Puis quand on peut redistribuer ça, c'est la porte d'entrée vers vraiment beaucoup de solutions, selon moi. Oui, c'est facile à dire et si difficile à faire. Là. Ouais. Puis, je m'excuse, ma voix ne fonctionne pas ce matin. Mais, depuis tantôt, on parle de comment c'est difficile pour les femmes reliées à des conditions urogénitales, endométriose, ovaire polycystique, lichen scléreux, etc. Mais
je pense que ça va même au-delà de ça. Là. Je sais pas si tu as lu, puis je l'ai pas fini. Là. Tu vas à l'urgence, puis tu dis que t'as mal à quelque part. C'est le livre Invisible Woman. T'as-tu lu? Pas celui-là, non. Je te le conseille fortement. Mais tu sais, il parle entre autres de... Puis je suis convaincue que tu le sais, là, mais les symptômes, par exemple, d'un infarctus, donc une crise de cœur chez l'homme ou chez la femme ne sont pas les mêmes, tu sais. Mais encore une fois, les recherches ont été basées sur les hommes. Fait que même au-delà de tout ce qui a trait vraiment au sexe féminin, en dehors de ça, d'autres pathologies qu'on connaît out large, qui ont été juste étudiées chez l'homme, mais au final, ça a des répercussions grandes sur d'autres systèmes au niveau de la femme, tu sais. Oui, bien, il y a carrément plus de femmes qui meurent Ben oui. par le manque de considération, le manque de compréhension de la manifestation des symptômes cardiaques, là, tu sais. Moi, j'ai aucune idée c'est quoi les symptômes cardiaques pour les femmes, mais je suis capable de... J'ai appris il y a genre 10 ans c'était quoi les symptômes cardiaques pour les hommes. Le fameux, chez les hommes, c'est comme la douleur à la poîtrine puis ton bras gauche. Le bras gauche, genre. Et puis, tu sais, ça peut être ça pour les femmes aussi, mais tu sais, c'est ça. Il y a tout le temps comme l'espèce de petite différence, mettons, qui peut être retrouvée chez les femmes est restée dans l'ombre, tu sais, est restée à chaque fois que, puis là, je sais pas si tu vas comprendre mon point, là, à chaque fois, je me dis, mais pourquoi ils en font pas de recherche là-dessus ou assez, ou comme l'endométriose, t'imagines-tu? Puis là, OK, peut-être je vis dans un monde de licornes et de papillons, là. T'imagines-tu si demain, ils trouvaient un moyen que dès qu'on trouve un diagnostic d'endométriose, là, tu prends une pilule à vie, là, puis ça n'évolue plus du tout, tu n'as aucun symptôme. T'imagines-tu combien d'argent qu'ils feraient? Puis là, tu sais, dans le sens, les compagnies pharmaceutiques, tu sais, souvent, on les blaste par rapport à qui veulent faire du profit et tout. Puis je suis comme, this is your chance, là, d'étudier les femmes et de finalement trouver des remèdes ou quelconque, que ça soit pas nécessairement de la pharmacologie, là, mais que ça soit d'autres traitements. Je suis comme, hey, on en parle, on en parle, on en parle. Une femme sur 10, c'est sûrement plus. Je comprends pas, comme la porte est ouverte. Là. Mais il s'en fait beaucoup en ce moment, mais c'est long. Faire des recherches, tu sais. Sur quelque chose qui est très peu. Faire une recherche, après ça, en faire une. Tu sais, parce que dans le fond, ça part tout. Puis tout part tout le temps, là, à la base de nos observations cliniques, puis même de nos observations dans la vie. Là, tu sais, on va jamais aller financer une recherche avec plein de participants si on n'a pas d'abord observé quelque chose qui crée notre curiosité dans la... Tu sais, il y a d'abord des études de cas, puis tout ça, puis là, après ça, ça devient des études, puis c'est long à... Tu sais, si on veut que ça soit des bonnes études avec beaucoup de participants. Puis après ça, revu par des pairs, puis après ça, plusieurs études qui vont dans le même... Ben, c'est long de faire ça. Puis là, ça, malheureusement, moi, j'en connais pas des moyens d'accélérer ça, à part de juste, il faut continuer de financer, il faut continuer, mais puis il faut créer des climats de travail dans le monde de la recherche qui sont plus mom-friendly, là, tu sais, qui permettent une conciliation travail-famille, parce que c'est un monde super difficile pour évoluer comme femme puis comme maman. Puis tu sais, tant qu'il n'y aura pas assez de femmes en recherche, ben on va pas se poser autant les questions du point de vue de la femme, tu sais. Fait que c'est tout le temps, tu sais, à plein d'endroits, là. Ça dépend c'est qui est l'autre bord de la table aussi. Tu sais, dans le sens que si les personnes qui financent encore la recherche, ben c'est toutes des hommes, puis qu'eux, ils sont pas concernés. Tu sais, ils sont pas concernés, ils connaissent personne qui sont concernés, ils s'y connaissent pas tant que ça. C'est dur aussi d'arriver puis de dire genre trust us, genre ça va fonctionner. Oui, exactement, tu sais, puis dans le politique, puis qui on est, tu sais, ça remonte loin, là. Tout interrelié, là, vraiment. Il y avait un autre extrait. OK. Le deuxième et le dernier, là, on fait pas juste le deuxième. Non, mais j'aime ça, ça fait tellement professionnel. Un extrait de ton essai qui a été publié sur ton Instagram. Fait qu'on s'est permis de le paraphraser. Oui. Je pense que les femmes, comme communauté, vivent des traumatismes à répétition depuis des générations et qu'il est plus que temps qu'on ouvre les yeux et qu'on les reconnaisse. Je pense que ça se voit et que ça se touche dans leur façon. Que ça se touche dans leur façon d'habiter leur corps. Et je pense qu'il faut changer notre façon de s'adresser aux femmes qui consultent en se demandant qu'est-ce qui leur est arrivé plutôt que qu'est-ce qu'elles ont. Oui. Ouais, c'est tellement intéressant. Tu veux-tu nous expliquer un peu la dernière phrase qui est que tu dis faudrait plus leur demander qu'est-ce qui t'est arrivé et non qu'est-ce que t'as. Bien, ça, en fait, ça, c'est pas moi qui a comme inventé ça, là. C'est vrai, c'est une approche qui est basée sur les traumatismes, finalement. Fait que, ça a été développé pour travailler, mettons, avec les vétérans de guerre, avec les survivants d'abus sexuels ou dans des cas de
mettons qu'on va dire, plus évidents de traumatisme, là, ou des réfugiés de guerre, ou bon, quand on se pose comme un peu moins la question de y a-tu un traumatisme ou pas. Mais, je dis avec les femmes, mais de plus en plus, là, j'oserais dire, en santé de façon générale, parce que notre santé ou nos maladies ou notre bien-être, tout ça, c'est tellement une manifestation puis de l'ensemble de tout ce qu'on a vécu. Oui. Donc, je pense que c'est ça qui nous permet, c'est comme une posture qui nous permet de comprendre que la personne qui est devant nous, c'est pas juste un corps, c'est aussi toute une histoire qui la précède, c'est aussi un environnement, un contexte présent qu'elle habite. On en parle quand même là, depuis un certain temps, là, le biopsychosocial. On met beaucoup de l'avant cette approche-là, puis oui, tant mieux, là, je le supporte de plus en plus. On commence à parler aussi de considérer l'aspect culturel puis l'aspect spirituel. Puis ça, je suis vraiment contente qu'on commence à faire une place à tout ça parce que c'est vraiment, tu sais, pour revenir à la base, là, puis ça, je le dis souvent dans presque toutes mes conférences, tu sais, puis je le dis en anglais parce que malheureusement, je trouve qu'il n'y a pas de traduction aussi satisfaisante en français, mais healing, ça veut dire to make whole. Fait que c'est soigner, c'est rendre entier. Fait que si on ne considère pas la partie féminine dans un corps de femme, si on ne considère pas l'histoire dans un contexte présent, si on ne considère pas la culture, la langue, la façon de parler, bien, ça ne sera jamais entier. On ne pourra jamais vraiment soigner tant qu'on va laisser de côté une partie des morceaux du casse-tête. Fait que cette façon-là de se poser la question, je pense que ça nous met dans une posture qui est moins comme la personne c'est pas la personne le problème, là. C'est peut-être son histoire, c'est peut-être son contexte, c'est peut-être que physiologiquement, il y a un problème, mais c'est pas elle le problème parce que c'est lourd de conséquences puis de culpabilité de porter ça. Puis ça nourrit la souffrance. Fait que, tu sais, on n'avance pas, là, dans le fond, à se poser la question de cette façon-là. Je suis en train de me dire, au début de la séance, ça l'enregistrait-tu quand je disais ça? Non, c'était avant qu'on enregistre. Je t'ai dit que chaque épisode, j'ai l'impression que c'est une séance de psychothérapie. Ouais. Là. À chaque fois, là, tu parles, puis je suis comme, Ben je pourrais changer ça avec des patients. Je préfère ça avec des patientes, comme Seigneur. Pour revenir à ton extrait. Oui. Tu parles, tu dis que, tu sais, je pense que les femmes, comme communauté, vivent des traumas à répétition. Tu sais, qu'est-ce que tu entends par trauma à répétition? Ben dans le fond, tu sais, il y a beaucoup d'études quand même. Parce que là, c'est ça, j'étais allée faire plein de recherches sur des affaires moins typiquement physio. Là. Je suis quand même sortie. Ouais, j'adore. Je voulais sortir de ces silos-là. Là. On est tout le temps en train de creuser nos spécialités, mais plutôt que de creuser par là, moi, j'avais envie de m'étendre à l'horizontale. Puis il y a beaucoup d'études sur la génétique puis l'épigénétique qui, dans le fond, qui observent qu'il y a carrément une transformation au niveau de l'ADN. Là. Donc, il y a un impact au niveau de l'ADN quand il y a un traumatisme. Fait que je sais, par exemple, là, ils ont étudié plus des cas plus évidents, là, mais tu sais, des vétérans. Non, mais plus comme chez les enfants ou chez les femmes enceintes dans des contextes de guerre puis de réfugiés ou des contextes d'abus ou de violence familiale, relationnelle, tout ça. Puis il y a un impact, il y a une modification au niveau des gènes, puis il y a un impact, dans le fond, s'ils étudient ça sur les femmes enceintes, il y a un impact sur la grossesse puis sur le bébé. Puis il y a même des débuts d'études là, sur le lien entre ce que le père peut vivre puis le bébé puis l'enfant. Fait que, tu sais, les stress qu'on vit ont une empreinte qui est très concrète. C'est invisible parce que ça prend des microscopes, des outils, des connaissances. Là, tu sais, je pourrais pas là, creuser ça dans le gros détail, là, mais il y a une empreinte dans nos corps quand on vit ces choses-là. Puis les femmes, elles sont largement représentées, là, ne serait-ce que les cas d'abus puis de violence. Je veux dire, on en entend parler tous les jours. Là, fait que... Comment que les professionnels de la santé peuvent adapter leur façon de travailler à tout ça, à faire en sorte que ce soit mieux pour les femmes? Je pense que la chose la plus accessible, là, c'est de prendre
pas nécessairement facile, mais accessible, c'est d'abord de prendre conscience de nos biais, prendre conscience de tout ça, puis considérer, tu sais, ça va affecter, dans le fond, juste notre façon d'être avec la personne. Tu sais, si la personne se sent considérée, si elle se sent prise au sérieux, si elle se sent écoutée, juste ça peut déjà faire une bonne partie du travail. Après ça, c'est sûr qu'il faudrait idéalement qu'on aille collectivement plus de temps à offrir aux personnes qui ont besoin de soins. Ça, c'est pas toujours possible. C'est ça, je sais qu'entre autres, on travaille que ce soit en clinique, en milieu hospitalier, puis les médecins particulièrement sont surchargés, sont obligés de voir beaucoup de monde. On peut pas là, faire un miracle en voyant quelqu'un 10 minutes, puis quand ça fait 30 personnes qu'on enchaîne, on sont humains aussi, là, ces personnes-là. Fait que il y a le système qui a besoin de changer beaucoup de choses, là. Mais dans ce qui est accessible tout de suite à nous, tu l'as dit toi-même, là, on se parle, tu prends conscience de certaines choses, puis tu dis, je vais intégrer ça dans mes réflexions avec mes clientes. Bien, ça, c'est accessible à tout le monde, puis c'est accessible à nous comme cliniciennes, mais c'est accessible dans nos relations interpersonnelles avec nos amis, avec nos partenaires de vie, avec nos enfants, avec tout le monde, là, dans le fond, là, comme considérer le vécu de la personne puis accorder de l'importance à sa perception. Puis pas se dire, non, c'est pas vraiment ça, parce que peut-être que toi, tu le perçois pas comme ça, mais au bout du compte, on s'en fout là, de ta perception à toi si on est là pour soigner cette personne-là. C'est sa perception à elle qui compte. Là. Ah, c'est vrai. Encore une fois, c'est redonner le pouvoir au patient, à la patiente. Exactement, oui. Ouais. Mais tu sais, ces consultations de 10 minutes-là dont on parle, tu sais, oui, je pense qu'il y a beaucoup de... Je suis 100% d'accord avec ce que tu dis, là, le système de la santé qui est zéro... il y a une limite là, en tant que telle. Là, les médecins ne peuvent pas voir juste 2 patients par jour parce qu'à un moment donné, non, exact, c'est ça. Mais on en avait beaucoup parlé avec Dr. Joannie Gros là, qui était venue à l'émission. C'était intéressant quand même d'avoir son point de vue. Puis, je me souviens quand on faisait l'épisode avec elle, elle est comme, je vais me faire lancer des roches par mes pairs et mes collègues. Ouais. Mais elle, ce qu'elle disait, c'est comme, il y a quand même une façon de faire en sorte de voir les patients plus longtemps. Tu peux en voir moins de patients en tant que médecin. Là, ça revient un peu à dire, là, si tu vois moins de patients, il y a une moins grosse accessibilité et tout. Mais je pense qu'au-delà de l'accessibilité, ton patient va revenir 15 fois si on n'a pas été capable d'avoir un bon diagnostic, une bonne prise en charge. Fait que si tu le vois une fois, pendant 30 minutes, il va peut-être pas revenir la semaine d'après. Exactement. Il y a ça, là. Ouais. On est plus dans la prévention puis dans l'éducation. Puis au bout du compte, c'est aussi des interventions vraiment moins coûteuses. Fait que si on en voit moins... Si ça prend pas 10 ans à avoir ton diagnostic, t'en fais des visites médicales, là. Pendant ces 10 ans-là, ça coûte de l'argent. Si t'en fais pas de la physio qui prend le temps avec toi, tu vas peut-être te ramasser à avoir une chirurgie pour ton prolapsus ou pour une affaire ou une autre, mais ça coûte cher. Ça coûte bien plus cher, une chirurgie, que faire des dizaines et des dizaines de rencontres de physio, puis t'en auras pas besoin tant que ça. Non. C'est sûr que ça coûte moins cher de faire de l'éducation. C'est même pas une question économique, là. Ça coûte vraiment moins cher faire de la prévention. C'est de le mettre en place qui n'est pas évident parce qu'il faut complètement transformer notre façon de voir les choses. Puis pour redistribuer le pouvoir, il faut en enlever à ceux qui en ont plus. Puis ça, c'est pas, c'est pas facile à faire. Puis je m'en juste rajouter, puis oui, c'est de restructurer tout le système de la santé, mais c'est de convaincre les gens au pouvoir que c'est ça la solution aussi. Oui, exact. Convaincre le système politique et tout, que c'est ça qu'on devrait faire. Puis il y avait quelqu'un qui m'avait dit, je ne sais plus c'est qui, mais qui était comme quel gouvernement va mettre en place des stratégies de prévention qu'on va voir les conséquences positives 10, 15, 20 ans plus tard. Et malheureusement. Oui, c'est ça. J'arrête ma phrase là, mais malheureusement. malheureusement. Ben oui. Qu'est-ce qu'on peut dire aux femmes pour qu'elles habitent mieux leur corps? Tu sais, comme je sais que tu as un livre au complet là-dessus, mais mettons, genre, comme quelque chose qui ferait une différence pour les femmes qui nous écoutent puis qui sont peut-être frustrées de toute cette situation-là, mais qui veulent comme prendre un peu plus de pouvoir sur leur propre corps. Dans le fond, moi, ce que je dis, c'est que habiter... On peut parler corps, là, d'une certaine façon. C'est comme apprendre un langage, là, comme je pourrais aller apprendre l'italien là, demain matin. Ça me prendrait du temps, ça me prendrait une ouverture d'esprit. Il faut que ça me tente, là, je veux dire. Puis il faut que je me pratique. Fait que, on est habitué de parler là, des fameux 5 sens, là, de tous les sens qui nous viennent de l'extérieur, l'ouïe, le goût, l'odorat, tout ça. Mais il y a tout un paquet de sens qui nous vient de l'intérieur aussi.
On peut apprendre à être à l'écoute de ça. Là, on n'aura pas le temps là, ici là, de donner concrètement là, toutes les choses qu'on peut faire, mais tu sais, ça Mais ils vont s'apprend. de toute façon. Puis qui n'est pas nécessairement parfait au début, tu sais, ça prend de l'auto-bienveillance, ça prend de l'autocompassion, faut se croire soi-même aussi, là, tu sais, j'arrête pas de dire, faut comme aller croire la personne qui nous parle en avant de nous, mais faut être bienveillant, puis avoir de la compassion pour soi-même, puis se le dire, OK, tu sais, ma douleur est vraie, je vais prendre le temps qu'il faut pour essayer de l'investiguer. Avoir aussi une ouverture d'esprit, c'est peut-être pas ce qu'on pense qui fait mal. Oui, on a mal, oui, la douleur est réelle, mais ça ne veut pas dire qu'on sait c'est quoi qui la cause. C'est souvent plus complexe que ce qu'on peut s'imaginer. Puis d'apprendre, les femmes, mais n'importe qui, là, à être à l'écoute de ces signaux-là de notre corps, c'est ça qui va nous permettre de mieux l'habiter. Tu sais, vraiment à la même façon qu'un territoire. Là. Tu sais, si j'arrive sur un territoire, ou si je me réveille, je me rends compte que j'habite sur un territoire, mais que je ne suis jamais allée l'explorer, que je n'ai jamais porté attention à qu'est-ce qui pousse sur ce territoire-là, mais je ne peux pas m'attendre à comme cultiver plein d'affaires puis avoir plein de récoltes super abondantes si je n'ai jamais appris à connaître ce territoire-là. Tu sais. Fait que le corps, c'est vraiment comme un territoire. Si tu te promènes, entre guillemets, dedans, si tu es à l'écoute, si tu observes qu'est-ce que tu ressens dans certaines situations ou quand tu penses à certaines choses, bien, puis ne serait-ce que par rapport à notre cycle menstruel, on n'est pas habitué là, de porter attention à ça, d'être à l'écoute de ça, mais on va pouvoir les habiter, on va pouvoir, si on habite vraiment un territoire, on a une relation qui est complètement différente, un rapport à ce territoire-là qui est complètement différent. On a beaucoup plus de contrôle dessus, on le comprend, on peut valoriser ses forces, on peut avoir plus de pouvoir. Fait que voilà. Bien dit. Je pense que je vais réécouter cet épisode après l'avoir enregistré. Oui, ben oui. Ça prend quelques fois pour l'absorber. Là, Caroline, comme j'ai dit au départ, je t'ai regardée ici toute la journée, allongée sur le sofa. Je serais restée. Malheureusement, le temps file. Oui. Par contre, il nous reste 2 petites questions pour toi. OK. On finit chaque épisode un peu avec une question plus ouverte, une question plus réflexive qu'on appelle la question L. Es-tu prête? Oui. On te l'a pas envoyé, celle-là. Non. On te l'a pas envoyé, mais je pense qu'on va se répéter un peu. Ouais. Quel conseil aimerais-tu donner aux femmes pour naviguer dans le système de la santé qui est souvent biaisé? Comme tu dis, je pense qu'on l'a déjà quand même abordé, là. Mais je pense qu'il faut que les femmes se parlent entre elles. On le fait déjà, mais tu sais, de continuer, puis de vraiment d'essayer autant que possible là, d'avoir confiance en ce qu'elles ressentent, puis tu sais, d'oser, de ne pas se laisser... malheureusement, il faut qu'on fasse ce combat-là. Là. Puis de ne pas se laisser... de ne pas s'arrêter à une opinion qui les invalide, d'aller en chercher d'autres. Je pense que c'est ça. Malheureusement, comme il faut naviguer, il faut essayer de trouver les personnes qui vont vraiment être là pour nous aider parce qu'il y en a, puis il y en a de plus en plus. Même si des fois, c'est décourageant, on ne tombe pas sur les bonnes personnes tout de suite. Mais ces personnes-là existent. Puis des fois aussi, tu sais, peu importe le professionnel de la santé à qui on s'adresse, c'est pas parce qu'il ne connaît pas ça qu'il ne pourra pas nous aider non plus. Là. Fait que, tu sais, c'est vraiment une relation d'accompagnement, puis autant la personne avec l'expertise en santé, là, médicale ou autre, elle a des choses à partager, mais la personne qui arrive là avec son corps puis avec ses symptômes, bien, elle reste l'experte de son propre corps. Fait que c'est un partage de ces 2 expertises-là qui va faire en sorte qu'on va pouvoir trouver, OK, ben toi, tu me dis ça, puis toi, tu me dis ça. On pourrait peut-être essayer d'aller par là. Je pense qu'il y a peut-être une solution, là. C'est un travail conjoint, là. Oui. Exact. Dernière petite question pour toi. Si tu avais une femme inspirante à nous recommander pour qu'elle vienne parler au podcast, quelqu'un que tu connais ou que tu connais pas, mais que tu aimes son travail, qui ce serait? Qui ce serait une femme inspirante? On dirait que c'est... J'ai tellement de la misère à trouver des noms sur le spot là, dans la vie. Il y en a plein des femmes inspirantes. Ah mon Dieu, je m'excuse, je vais hésiter longtemps. Là. On peut couper en plus ton moment de réflexion. Là. Mike, il est là pour ça. Là. Ça peut être nécessaire. Je dirais, je pense que ça serait important d'inviter une femme pas blanche.
Je sais pas si ça a déjà été fait, peut-être que oui, là. Mais là, j'essaie aussi de penser comme à des gens ici, là. Fait qu'on dirait que c'est ça en ce moment, là. Ouais, c'est tough. Là, on a reçu plusieurs personnes qui nous ont dit Michelle Obama. Malheureusement, le budget ne nous le permet pas. Et la langue non plus, mais c'est vraiment anglais. C'est plus difficile. Mais tu sais, il y a beaucoup d'autrices qui ont des choses super intéressantes à dire. Tu sais, mais je sais pas à quel point ils sont accessibles non plus, là, mais tu sais, il y a Bell Hooks. Mais il y en a ici aussi. Il y a Karine Souffrant, il y a Vanessa Destinée. Tu sais, je pense qu'il faut aller, encore une fois, comme à l'horizontale, là, tu sais, aller offrir la parole à plusieurs personnes qui représentent globalement ce qui est une femme, là, et pas juste... Oui, c'est ça. Il y en a plein. Il y a Catherine Dorion qui est tout le temps intéressante à écouter. Moi, j'ai beaucoup aimé lire Véronique Côté, les essais qu'elle a faits. C'est son essai Faire corps, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais ça, c'est extraordinaire. Finalement, tu nous en donnes 4-5. C'est parfait. Moi, je suis gâtée là, en ce moment. Là, mon prénom pour saison 3. Là. Ah non, mais c'est super. C'est des bonnes recommandations. Ouais. Si jamais nos auditrices veulent en apprendre plus sur toi, suivre ce qui se passe avec toi par la suite, te lire, etc., où est-ce qu'elles peuvent te suivre? Je me suis sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, Caroline Arbour Pro. Mon livre il est disponible dans pas mal toutes les librairies. Il vient d'être réimprimé. Là, j'ai vu ça. Non, j'étais vraiment contente. Ou en ligne, là. Fait qu'il est assez facile à trouver. Puis j'ai aussi... j'ai fait mon site web cet été. J'ai détesté ça, faire ça. J'ai trouvé ça je comprends. difficile, mais je suis quand même vraiment satisfaite. Il est super beau. Ça s'appelle habiternoscorps.com. Fait qu'on peut aller là, s'inscrire à l'infolettre. Puis là, je travaille à développer des programmes en ligne qui, j'espère avoir le temps de finir là, bientôt. Normalement, ça devrait être prêt là, avant la fin de l'année, là, quelque part en novembre ou décembre maximum, mais pour continuer cette transmission-là à plus grande échelle, là, permettre à plus de femmes, de personnes d'en bénéficier. J'adore. Merci tellement d'être venue. Merci pour les auditrices. Si jamais vous avez aimé l'épisode, vous savez quoi faire. Vous pouvez le liker, commenter votre moment préféré, nous laisser 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast, puis nous suivre sur nos médias sociaux à Elle, le balado, TikTok, Instagram. Merci infiniment. C'était une magnifique conversation. On souhaite vraiment une bonne continuité dans tous tes projets. Merci. Bye tout le monde.